Commençons par la signification du mot lean. Qu'est-ce que cela veut dire et d'où est-ce que cela vient? Eh bien, la signification de lean, littéralement pris de l'anglais, cela veut dire maigre, dans le sens dégraissé. C'est un mot qui s'emploie souvent dans le contexte de la diététique, par exemple. On parlera de jambon maigre, dont on a enlevé du gras, et donc ce jambon sera lean. Donc par extension, lean, c'est débarrasser du superflu, et on l'a francisé en au plus juste, puisque les premiers essais avaient donné des traductions un petit peu maladroites, comme par exemple la production dégraissée, ce qui évidemment n'est pas très heureux et pas forcément recevable par les gens concernés. L'origine de cette expression, lean manufacturing, puisque ça a commencé par cela, elle est à remettre à l'époque de la parution d'un livre, d'une étude en fait, qui a été synthétisée par Womack and Jones, qui a donné lieu à un ouvrage qui en France est paru sous le nom de La machine qui va changer le monde et qui est paru en 1990. Alors, qu'est-ce que c'est que le lean? D'abord, lean manufacturing, lean tout court après, ou lean encore quelque chose encore plus tard. Donc, qu'est-ce que c'est que le lean? Le lean, c'est proposer au client ce qu'il est prêt à payer sans plus. Alors, il faut rappeler à ce stade-là que la valeur, aux yeux du client, c'est réellement ce pourquoi il est prêt à payer, ce qui fait de la valeur à ses yeux, ce pourquoi il est prêt à payer. On a beaucoup évoqué le Japon comme berceau du lean. Pourquoi au Japon? Eh bien, il faut se remémorer que le développement ou la naissance de ce qui allait devenir le lean, c'est dans le Japon de l'immédiat après-guerre, dans un Japon qui a été complètement ravagé, mis à plat par la guerre. Et donc, cet archipel qui n'a jamais eu réellement de ressources naturelles était toujours sans ressources naturelles, devait rebâtir les fondamentaux, les maisons, les infrastructures, etc., plus relancer son industrie. Et donc, il est clair que ne disposant de très peu de ressources, avec des contraintes énormes, la sensibilité au gaspillage était exacerbée. Dans ce Japon ravagé, vous imaginez bien qu'un bout de métal, alors qu'on ne pouvait pas approvisionner des matières facilement, le moindre bout de métal, la moindre vis avait une valeur extraordinaire et il était inconcevable de gaspiller. Donc produire quelque chose qui ne pouvait pas être vendu, c'était suicidaire. Il fallait vraiment très bien écouter ce que voulait le client. Le client qui lui-même était très certainement affecté par les effets de la guerre, il était probablement prêt à payer. Le client, il fallait l'écouter très précisément parce que lui-même affecté par la guerre, quand bien même il avait des besoins, il était prêt à payer pour couvrir ses besoins, il allait avoir des exigences très particulières et il ne serait pas disposé à payer pour plus que ce qu'il ne voulait. Donc il y a déjà cette nécessité qui a fait loi en quelque sorte et ça a développé toute cette sensibilité à vraiment d'abord bien écouter le client, le servir de ce qu'il souhaite sans plus, et surtout de ne pas surproduire parce qu'il n'y avait aucune certitude de pouvoir vendre alors que les ressources auraient été consommées. Les gaspillages ont été mis en évidence dans trois familles dont on a gardé en général l'usage conserve les mots japonais. Les plus connus, ce sont les muda, ensuite nous avons les muri et puis les mura. Commençons par les muda, la famille la plus connue. Elle regroupe 7 types de gaspillage qui ont été mis en évidence dans les ateliers de Toyota dans les années 50 par les ingénieurs et les équipes qui observaient les opérations et qui ont constaté que dans le travail quotidien, on pouvait retrouver ces 7 types de gaspillage qui émaillaient toute activité.
Le premier d'entre eux, ce sont les gaspillages dus à la surproduction, c'est-à-dire produire plus que nécessaire, produire plus que ce qui a été commandé, produire plus que ce que ne désire le client. Donc si on produit plus que ce que l'on va être capable de vendre, forcément ça va finir soit dans un stock, soit en destruction. Le deuxième Muda, c'est les temps d'attente. Chaque fois que nous avons une ressource, qu'elle soit humaine ou une machine qui est en attente de travail, qui aurait pu produire, qui aurait pu faire quelque chose, qui aurait pu générer de la valeur, mais qui en est empêchée parce qu'elle est en attente, ce temps d'attente est un temps à non-valeur ajoutée, c'est un gaspillage. Transporter des pièces, de la matière d'un endroit à un autre, même si c'est parfois tout à fait nécessaire et inévitable, strictement, ça n'apporte aucune valeur ajoutée, par exemple, à la pièce que nous sommes en train de produire ou à l'équipement que nous sommes en train de produire. Donc tous les transports sont considérés comme des gaspillages. Même, je précise bien, si on ne peut pas toujours les supprimer, il faut savoir que dès que ça n'apporte pas de la valeur ajoutée au produit, c'est un gaspillage. Les stocks inutiles, et on précise bien inutiles, les stocks excédentaires sont le quatrième type de gaspillage. Les stocks, on le sait depuis fort longtemps maintenant, puisque tout le monde est très sensible à cela. Les stocks, c'est de l'immobilisation de capital, c'est de la prise de risque, c'est de la place occupée, c'est de l'argent qui dort, etc., etc. Donc de manière générale, les stocks sont vus comme un gaspillage, généralement un gaspillage important. Il peut exister dans les processus de fabrication, mais plus largement dans toutes les procédures et tous les processus, des opérations qui sont inutiles. Pourquoi? Parce que soit il y a eu une évolution technologique qui rend une étape inutile, mais elle a été conservée soit par l'habitude, soit parce que les modes opératoires et les gammes n'ont pas été remises à jour. Donc ces opérations désormais inutiles qui restent dans les processus sont naturellement de pur gaspillage. Les mouvements inutiles correspondent aux mouvements humains. Chaque fois qu'un humain au travail fait plus de gestes qu'il n'est réellement nécessaire, quelque part c'est un gaspillage de force physique, un gaspillage de temps également. Donc il est considéré que tous les mouvements qui sont supplémentaires, maladroits ou qui ne sont pas réellement indispensables sont des gaspillages. Finalement, le septième type de Muda, ce sont les pièces défectueuses. Donc la non-qualité, elle génère bien sûr des problèmes. Soit il faut retoucher ce qui a été fabriqué mais qui n'est pas vendable, et donc il y a une opération supplémentaire, des coûts supplémentaires pour la rendre vendable, c'est un gaspillage. Et si cette pièce n'est pas retouchable, qu'il faut la jeter et en produire une autre pour la remplacer, eh bien en quelque sorte, elle nous coûte le double, la non-qualité coûte le double. Il a fallu soit retoucher, soit remplacer. En tout cas, on a dépensé beaucoup plus par rapport à quelque chose qui aurait été bon du premier coup. À ces 7 gaspillages qui ont été identifiés donc, par les équipes, on va dire pionnières chez Toyota, on a coutume de rajouter un 8e gaspillage qui est la non prise en compte des capacités humaines, c'est-à-dire chaque fois que l'on ne sollicite pas les idées des personnels qui font le travail ou lorsqu'on les cantonne dans du travail purement prescrit, sans faire appel à leur créativité, sans faire appel à leur sens de l'analyse, à leur connaissance, etc., eh bien on se prive de quelque chose et c'est un gaspillage. Les mouris sont une autre catégorie de gaspillage. Mouris se traduit par surcharge ou déraisonnable. Et c'est chaque fois que l'on a une dépense excessive de ressources ou d'énergie pour atteindre quelque chose, on verse dans le mouri. L'illustration, c'est sur la gauche un
un petit camion que l'on a complètement surchargé de marchandises, c'est pas raisonnable. Donc là, on est typiquement dans le Mouri, mais le Mouri, c'est également l'inverse, c'est de prendre un camion avec une énorme capacité pour transporter une charge ridicule. Donc est-ce qu'on n'aurait pas pu prendre une ressource plus adaptée, probablement moins coûteuse, pour finalement adapter les moyens aux besoins et de ne pas verser dans le déraisonnable, dans l'excès. Les Mouras désignent la variabilité. Donc chaque fois qu'il y a beaucoup de variations dans les processus, ça peut être des variations dans la matière première, des variations dans la manière de faire, etc. Là, nous sommes en présence de Moura. Alors l'illustration qui en est donnée ici, c'est un processus qui transforme des matières premières qui arrivent par un silo, qui sont transportées par une bande, des rouleaux, jusqu'à leur mise en forme où se produit réellement la création de valeur. Et vous voyez que la variabilité tient autant dans la forme de cette matière, dans les couleurs qui désignent différentes matières qui sont amenées. Et donc là, on aurait typiquement une grande variabilité à la fois de forme et de couleur. On retrouve tout cela, bien sûr, de manière beaucoup plus concrète dans tout processus.